la personne qui assure l'intérim au poste du directeur d'un établissement agréé par le ministère de la Culture. Bien. Alors, ma réponse est la suivante. Donc, on m'a adressé du 5 février, en application du règlement intérieur du conseil municipal, une question de concours au nom des élus du groupe Imagine Savigny, portant sur une situation du conservatoire. On fait état d'une lettre de pétition de parents d'élèves, dont je dois dire que l'un des membres du groupe Imagine Savigny l'a signé, donc cette personne-là se reconnaîtra, elle sait très bien le terme de mes réponses qui ont été apportées là-dessus. Et il est vrai que vous aviez donc sollicité une réponse avec leurs inquiétudes, sur leurs inquiétudes. Il ne m'a pas échappé qu'il a été pris connaissance de la réponse, apporter les réceptions aux pétitionnaires. Nous avons beaucoup de mal, simple signature, nous avons beaucoup de mal à déterminer les noms des pétitionnaires. C'est un peu dommage parce que j'ai l'habitude que quand on m'interroge ce genre de choses, je réponds individuellement aux personnes. Je n'ai pas pu le faire en espèces. Et je souhaiterais donc toutefois rappeler les grandes lignes. Il a été donc précisé en effet que M. Leclerc, directeur du conservatoire, avait dans un premier temps sollicité dès le 24 octobre 2012 la cessation de ses activités professionnelles avec effet le 11 mars 2013. À ma demande expresse et après avoir eu droit davantage financiers, M. Leclerc a retiré sa requête et s'est alors engagé à poursuivre ses activités jusqu'à la fin de l'actuelle mandature municipale. M. Leclerc a ensuite, par courrier du 10 décembre 2012, décidé de cesser ses fonctions dès le 13 décembre pour une mise en retraite du 1er avril. Pour information, la formulation de son courrier était alors la suivante. J'ai décidé de partir en retraite le 13 décembre prochain. C'est dans ces conditions que j'ai accédé, puisque c'est un droit à la retraite, à la demande de M. Leclerc, et elle a donc prendra effet le 1er avril 2013. Il est en effet rappelé que le conservatoire serait, comme par le passé, géré par un directeur du conseil, du secrétaire et d'un régisseur. Alors vous m'accorderez qu'il m'était quand même difficile de faire que les services de la mairie communiquent avec les parents d'élèves sur le départ d'un directeur décidé par l'intéressé le 10 décembre pour une prise d'effet le 13 décembre. Je vous laisse bien évidemment la responsabilité de certains propos relatifs à une situation, je cite, rocambolesque, au contour obscur. Il n'est pas douteux que d'aucuns ont délibérément instrumentalisé par M. Leclerc. Je vous laisse ici le soin de savoir à qui je pense. Mais cependant, je voudrais quand même apporter une précision sur le sujet. Parce que, entre 2011 et 2012, j'ai appris, dernièrement, que M. le directeur du conservatoire, M. Leclerc, avait annoncé à toute l'harmonie municipale, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants, de sa demande de retraite et qu'elle était imminente, voire qu'il avait annoncé avec un professeur qu'il prétendait pouvoir désigner à sa place, qu'elle pourrait prendre office et persona à compter de janvier 2012. Alors ça a été reporté successivement, et donc M. Leclerc a pris d'une manière claire et nette sa retraite. Alors plus précisément, c'est bien là le plus important, vous m'interrogez sur le recrutement d'un nouveau directeur, et je vous cite, les compétences et la catégorie professionnelle de la personne qui assure l'intérim au poste de directeur de l'établissement, dont vous relevez, ce titre d'ailleurs, il est agréé par le ministère de la Culture, et ça c'est pas grâce à nous, c'est tout de même grâce à nous. Alors je vous informe d'ores et déjà qu'un nouveau directeur remplissant toutes les conditions de compétence, comme le diplôme, prendra ses fonctions à compter de lundi prochain, le 11 février. Donc, vous avez eu bien le temps de vous impatienter. Et pour le reste, n'en déplaise aux esprits chagrins. Il n'a jamais été question qu'un agent assure quelque intérim ce soit. Et seul a été renforcé temporairement la structure administrative pour permettre le fonctionnement de l'établissement. Alors, vous voyez, ma réponse, elle est publique, elle est extrêmement claire, elle est facile, et je vous l'affirme, le Conservatoire municipal de musique et de danse conservera son agrément, maintiendra la qualité de ses prestations. Nous le devons au corps professoral, nous le devons au personnel, nous le devons plus encore aux Savigniens. Et je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment compter sur vous, au regard que vous ne votez pas les budgets concernant ce conservatoire. Bien, alors ensuite,
Nous avons une autre question qui a été posée encore par le groupe Imagine Savigny, qui stipule le décret du 24 janvier dernier relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a été publié au journal officiel le 26 janvier 2013. Ce texte précise les grands principes mis en œuvre des nouveaux rythmes. La semaine comporte, comme aujourd'hui, 24 heures d'enseignement pour tous les élèves, mais réparties sur 4 jours et demi, dont le mercredi matin. L'application à la rentrée 2013 de la semaine des 4 jours et demi dans les écoles nécessite la préparation de ce changement avec tous les acteurs. Les enseignants, les parents, le personnel en charge des activités périscolaires et de la restauration scolaire. Alors la question est la suivante: comment la municipalité prévoit de mener cette concertation et d'accompagner au mieux ce changement? Et je vais laisser la parole à Madame Maquielan, qui est en charge des affaires scolaires. Donc, les rythmes scolaires sont une question complexe. Vous le savez certainement, la politique de l'enfance et des affaires scolaires est une priorité constante de notre majorité. Depuis 2008, l'enfance et la petite enfance représentent 22% de toutes nos dépenses de fonctionnement, soit plus de 37 millions sur 5 exercices. Depuis 2008, pour l'enfance, à savoir les affaires scolaires, représente 25% des dépenses de fonctionnement, soit plus de 39 millions sur 5 exercices. Soyez assurés que nous ne nous défausserons pas devant nos responsabilités. Concernant les rythmes scolaires, mais comme vous citez le décret 2013-77 du 24 janvier, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, disposant au-delà des grands principes qui visent à répondre à la chronobiologie de nos chères bêtes blondes, comme le recommande l'Académie des sciences, et éviter qu'on leur impose des rythmes décousus. Disposons donc les modalités d'application, puisque c'est cette question qui intéresse le groupe Imagine Savigny. Il est stipulé, je cite, que la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement est répartie sur 9 demi-journées afin d'alléger la journée d'enseignement. Les heures d'enseignement sont organisées les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que le mercredi matin, à raison de 5h30 maximum par jour et de 3h maximum par demi-journée. L'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Le texte prévoit également la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires en groupe restreint pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur apprentissage, pour une aide au travail personnel ou une activité prévue par le projet d'école. Chers élus du groupe Imagine Savigny, à défaut de mettre la charrue avant les bœufs, les services municipaux comme les élus attendent des informations plus précises de l'inspecteur d'académie et du ministère qui doit nous adresser des documents nécessaires. Il doit d'ailleurs dépenser quelques euros pour la publication d'un guide de la réforme. N'ayez crainte, nous prendrons le temps nécessaire avec la direction des écoles et les personnes concernées pour mettre tout cela en route pour 2014. Je rappelle d'ailleurs que le maire peut au plus tard, le 31 mars 2013, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report de l'application du présent décret à la rentrée scolaire 2014 pour toutes les écoles de la commune. Le changement, ce n'est pas maintenant. Mais ce changement, nous y ferons face certainement de bien meilleure façon que le gouvernement et son ministre de l'Éducation, M. Peillon. Il n'est pas question ici de débattre du bien fondé de la pompeuse refondation pour l'école de celui qui se considère comme le nouvel hussard de la République, l'héritier de Jules Ferry. Nous, de manière très pragmatique, nous ne pouvons que constater sur le terrain l'absence de concertation de la part de ce gouvernement et à laquelle vous vous invitez pourtant. D'ailleurs, on a vu surgir une fronde contre les rythmes scolaires à la surprise des socialistes qui avaient vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Belle concertation. Elle avait peut-être eu lieu durant le temps de la campagne, le temps des promesses électorales, mais lorsque l'on entend les propos des professeurs des écoles lors des dernières manifestations du 22 janvier, c'est plutôt qu'ils sont les derniers à qui on demande leur avis. Pour calmer le jeu, on avance ici, puis on recule là, puis on reporte l'annonce d'une prime de revalorisation de 400 € par an pour les professeurs des écoles. Les directeurs d'école ont-ils été consultés et concertés préalablement pour changer les rythmes scolaires? Ont-ils été associés sur le fond des choses, c'est-à-dire la lourdeur des programmes? Là encore, on privilégie la forme, l'organisation, au fond, le contenu de l'instruction donnée à nos enfants. À croire les organisations syndicales représentatives, ce n'est pas le cas et à quel coût.
Cette réforme est faite dans la précipitation et pour convaincre les mairies de mettre en place au plus vite ce changement, un fonds de 250 millions d'euros est instauré, mais il est bien sûr transitoire, temporaire et attribué sur condition. Après, c'est débrouillez-vous, une goutte d'eau dans un océan pour faire face aux nouveaux impératifs. Qui plus est, des critères bien précis sont avancés pour recevoir le vol gouvernemental et il semble bien que Savigny ne réponde pas à ces critères. Les élus locaux sont restés bien longtemps dans le flou le plus obscur sur les précisions de financement. Mais l'Association des maires de France a évalué le coût de cette réforme pour les collectivités à 600 millions d'euros, soit 120 à 150 euros par enfant, par la voix de Jean-Christophe Lagarde, député maire UDI de Seine-Saint-Denis. Nous sommes en effet extrêmement inquiets, comme de nombreux maires de gauche, de droite, du centre, sur l'impact de la mise en œuvre de cette réforme, notamment sur le taux d'encadrement et les recrutements, ayant une incidence certaine et importante sur nos finances communales. Car comme le gouvernement ne souhaite pas alourdir l'amplitude du temps scolaire, c'est aux collectivités de faire face, encore une fois. La décentralisation n'est pas autre chose qu'un désengagement de l'État qui fait supporter ses décisions aux communes et intercommunalités. Faut-il rappeler qu'à compter de 2014, l'ensemble des dotations destinées aux collectivités doivent diminuer et le débat autour de notre budget en a été une illustration probante et cela commence aussi par nos crèches avec les baisses de subventions du Conseil général. Un joli cadeau de M. Gage, le président du département. Avec la mise en place de ce fonds d'amorcement de la réforme, ne va-t-on pas organiser une course à l'échalote entre collectivités risquant de creuser les écarts et les inégalités entre les territoires? Cela me semble contraire en principe avec l'égalité républicaine. Nous attendons également le résultat des négociations de la Convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse nationale d'allocation familiale dont dépendra la participation de celle-ci au financement de la réforme des rythmes scolaires. Faut-il rappeler que la réforme Payon pose un véritable casse-tête pour l'encadrement dans toutes les communes de France? Qu'en est-il de l'évolution des taux d'encadrement que nous devrions mettre en place et qui ouvre à l'accès aux prestations de la CAF? La question des ressources humaines ne doit pas être minimisée, surtout quand le recrutement des encadrants supplémentaires nécessaires aux activités pédagogiques complémentaires peut impacter lourdement nos finances. Plus de 580 euros 670, non, oui, charges comprises, ça c'était pour M. Mélan, qui attendait le montant, et cela ne comptant que sur les charges du personnel. Ça ne compte pas les charges de transport, de frais de structure, des restaurations, enfin c'est vraiment au minimum. Même le maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb, s'interroge sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en œuvre dès la rentrée 2013. Il laisse même transparaître un certain agacement dans le journal des Échos. Je cite, « J'aimerais que chaque fois que l'on prend une décision, on en soupèse bien les conséquences. Cette réforme et le développement des activités périscolaires qu'elle implique coûteront 5 millions d'euros à la ville de Lyon. » précise-t-il. Soit l'État décide que les communes doivent assumer cette charge, mais il ne peut en même temps réduire la dotation des collectivités, sauf à creuser leur déficit. Soit c'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui finance par l'intermédiaire des CAF locales, mais j'ai cru comprendre que la branche famille était en déficit. C'est inquiétant. Mettre en place cette réforme pour l'année 2014, comme le permet le gouvernement pour une fois flexible, et a-t-il le choix, c'est donc pas être rétrograde ni conservateur. C'est ne pas agir dans la précipitation et l'agitation, car cela exige de la coordination avec les écoles, les services scolaires et périscolaires, ainsi qu'avec l'éducation nationale, pour ne pas sacrifier l'intérêt des enfants et des familles à la question d'un calendrier que certains veulent imposer à la va-vite, créant sciemment le cafouillage dans l'esprit de certains parents. Nous ne serons pas opportunistes à ce point d'agir dans la précipitation pour percevoir des financements auxquels nous n'aurons d'ailleurs jamais droit. Combien de communes sont réellement concernées dans l'Essonne? Je crois qu'il n'y en a que 4. Que le gouvernement nous rend ce qu'il nous prend, qu'il nous rend déjà nos dotations, qu'il mette ses actes en conformité avec les propos du ministre de l'Éducation dans les interviews de la Gazette des communes du 1er février dernier, qui disait « Les collectivités locales ne sont pas les carnets de chèques ». Alors laissez les services mettre en place cette réforme et j'ose espérer que vous ne prendrez pas le risque de politiser un dossier qui ne doit pas l'être, comme l'a déclaré M. Vincent Payon lors de cet entretien. Nous avons bien compris le sens de votre question et c'est bien sûr votre intention, je n'en doute pas d'un instant. C'est pas un débat, les questions, mais
Bon, allez-y, monsieur. Non, il n'y a pas des débats. Mais bon, si vous voulez prendre la parole très rapidement, parce que c'est une autre question, ce n'est pas un débat. Alors allez-y. Bon, alors je vais faire court. Je voudrais simplement donc faire lire un texte. Vincent Payon s'est prévalu d'un consensus pour appuyer son projet de loi de refondation de l'école. Chaque jour qui passe prouve qu'il n'en est rien. Le projet de refonte des rythmes scolaires n'a recueilli que 5 voix au Conseil supérieur de l'éducation et aucune voix au comité technique ministériel. Les conséquences concrètes de cette loi sont un peu plus dévoilées chaque jour. À l'évidence, elle est porteuse d'une volonté de dénationaliser l'éducation en concordance avec le projet d'acte 3 de la décentralisation qui risque de mener à une balkanisation de la République. Celui-ci va de pair, selon la ministre Lebranchu elle-même, avec la MAP, modernisation de l'action publique, nouveau nom de la RGPP, en pire, instrument de la politique d'austérité. Dans cette logique, le statut de la fonction publique d'État est menacé. La réforme des rythmes scolaires dans le primaire, première mesure concrète d'application d'une loi pas encore votée, se heurte à l'opposition des enseignants du primaire. Ils ne veulent pas d'une école territorialisée, ni de leur mise sous tutelle des collectivités, ni travailler plus pour gagner moins. De plus en plus d'élus locaux expriment aussi leur opposition à cette réforme et à ses conséquences pour les communes. Je veux dire que ça ne vient pas du cabinet robert-pierriste de Jean-Luc Mélenchon. Je viens de trouver ça dans le syndicaliste Force ouvrière des lycées et collèges. Voilà. Donc il est urgent d'attendre. Bon, je vous laisse répondre par démocratie, monsieur de Frémont. Pour répondre, je crois qu'on était dans une phase de fin de conseil dans laquelle on pose des questions orales au conseil municipal, l'exécutif répondant. Déjà dans la réponse, je trouve qu'il y a de la polémique qui n'était pas du tout dans la question. On a simplement posé de manière neutre une question. Par contre, je suis extrêmement surpris de l'intervention de M. Estiville, qui est une intervention politique qui n'a pas sa place dans le formalisme de... Je suis désolé, mais on n'est pas dans un débat. Voilà, ça a été dit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous avez... On n'est pas dans un débat. Non, on n'est pas dans un débat. On est dans une réponse à une question qui se trouve avoir été une question courtoise et neutre. Merci. La réponse a été courtoise, monsieur. Alors, oh, ben ça, je dirais que... Des fois, c'est un peu tentant. Hein. Excusez-moi, quand même. C'est votre parti qui est au gouvernement, hein, actuellement. Alors, là, c'est tapé sur le dernier mandat de la droite, j'espère qu'il y en aura d'autres dans les années qui vont arriver. Bon, excusez-moi, chacun a un tas de choses. Hein. Alors ensuite, nous avons une question de la part de monsieur David Favre, et qui le souhaite aussi apposer à notre premier maire adjoint, concernant la politique de la ville et concernant donc le quartier de Grandvaux. Donc vous indiquez que les élus attendent encore que vous présentiez les premières études mettant en perspective le projet de rénovation urbaine, sociale et durable, comme vous y êtes engagé, car nous ne devons plus tarder, même si des échéances électorales approchent. En effet, nous sommes rentrés en intercommunalité, les portes de l'Essonne en début d'année, et une vaste concertation s'est achevée le 31 janvier dernier, conduite par le ministère de la politique de la ville et de M. François Lamy. La carte de politique de la ville s'est resserrée. Un nouveau contrat alliant cohérence sociale et rénovation urbaine serait mis en œuvre tandis qu'une nouvelle dotation spécifique serait mise en place. Les arbitrages doivent être rendus le 19 février lors d'un comité interministériel des villes en vue d'un possible projet de loi cet été ou à l'automne. J'aimerais savoir si notre ville qui souhaite porter un projet d'envergure a participé, vous adressez une contribution dans le cadre d'une concertation nationale sur la réforme de la politique de la ville, car le gouvernement doit resserrer la géographie prioritaire autour du territoire cible et devrait être un rôle central de l'intercommunalité. Alors, nous allons vous répondre, et d'ailleurs je vais laisser
la parole tout de suite à M. Loos, s'il souhaite répondre. Bon, je vais répondre déjà sur un point technique. Monsieur Fabre, vous évoquez les nouvelles dispositions envisagées alliant la cohésion sociale et la rénovation urbaine qui tendraient effectivement vers un projet de loi pour cette année. Pour ce qui nous concerne, nous avons répondu à un questionnaire assez généraliste d'ailleurs qui nous a été envoyé par le ministère dans le cadre de la concertation portant sur la politique de la ville et sur nos projets. L'identification des quartiers nominés à la rénovation urbaine se ferait, dans le cadre de ce futur projet de loi, se ferait sur la base de critères sociaux prenant notamment en compte le revenu par habitant et le taux de chômage, puis dans un second temps la capacité financière de la collectivité. Il est à noter dans ce rapport que sur les quelques 2500 quartiers couverts par l'ICUX, au mieux 500 à 1000 seraient examinés. C'est fort peu. Ensuite, côté financement, outre ceux de l'État, il serait conditionné par la signature des conseillers régionaux et généraux, auxquels s'ajouterait le Pôle emploi, la CAF, etc. Tout ceci serait concerné, c'est idéal, belle usine à gaz pour rejeter des projets et les noyer. De plus, un élément phare s'inscrit dans cette démarche. Il s'agit de la création d'un contrat unique dont le pilotage assuré par les EPCI allierait cohésion sociale et rénovation urbaine, ceci pour une durée de 6 ans à compter de 2014. Il est donc envisagé d'étendre la politique de la ville vers les communautés d'agglomération. C'est donc bien dans cette direction qu'il conviendrait de se diriger, mais il y a une réserve. Une réserve que nous prenons et à laquelle nous nous maintiendrons. C'est que la commune ne soit pas dessaisie de sa capacité de décision et que le maire garde son rôle de pilote de proximité. Donc, c'est bien, ce sera bien sûr notre démarche vers la CALP. Je compte bien sur vous, M. Fabre, puisque vous faites partie de la commission de la politique de la ville, pour y assister et nous y aider. Dans l'attente de ce futur projet de loi, nous continuons à travailler. Et pour votre information, nous avons une rencontre à sa demande avec le préfet à l'égalité des chances, qui est nouveau, et qui souhaite que nous lui présentions le projet que nous avons élaboré pour le site de Grandvaux. Petite précision là-dessus. Je rappelle quand même qu'historiquement, c'est nous qui avons mis en place ce projet pour Grandvaux. À l'époque, que ce soit M. Apparu, Leroy ou Mme Kosciusko-Morizet, ils avaient entendu notre demande, essayé de faire avancer le dossier. Au moment du changement de gouvernement et de présidence finale, nous avons immédiatement écrit à Mme Duflot pour l'informer de ce projet d'envergure que nous avons concernant à ce jour. Madame Duflot n'a même pas daigné nous répondre. C'est vrai que c'est bien d'aller en campagne pour soutenir la députée Sass à Grandvaux, mais c'est tout de même dommage que quand on est ministre, eh bien, on ne puisse pas répondre aux demandes des communes. Donc, voilà ce que je voulais dire et clôturer, sur ce conseil municipal. Je vous souhaite une très très bonne journée, la bonne séance et le bonne journée.